messieurs, bonsoir. 18 février 2006. 18 février 2026, il y a 20 ans, jour pour jour, depuis que la Constitution de la République démocratique du Congo a été promulguée. Malgré la révision de 2011, cette Constitution régit le pays actuellement. C'est le 20e anniversaire aujourd'hui de cette nouvelle Constitution. Est-elle encore adaptée aux réalités sociopolitiques du moment, oui ou non? Nous allons tenter de répondre à cette question et pour en parler, cette Constitution, vous le remarquez, il y en a qui disent qu'elle est vieille, il y en a qui pensent qu'elle est jeune, il y en a qui estiment qu'elle contient certains fruits défendus. Alors, comment vous la trouvez, vous, chez vous? Est-ce qu'elle est adaptée aux réalités sociopolitiques du moment? Pour en parler, nous recevons pour vous Maître Jean-Marie Kabengele. C'est une émission spéciale Kabengela, pas Kabengele. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, bonsoir. Bonsoir Ambroise Mamba, bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous souhaitons joyeux anniversaire à notre Constitution du 18 février 2006 avec espoir qu'ayant atteint la maturité. Ah, avec espoir qu'elle a atteint la maturité. Elle doit engendrer les petits, les enfants en termes de modification ou de révision. La révision. Okay. Parce qu'elle a quand même atteint on va en parler tout à l'heure. Quand je vous présentais là, je me suis rendu compte au lieu de parler de Kabengela. J'ai parlé de Kabengele. Vous tenez au A là? Oui, je tiens à A. On sait que mon nom est puisé dans le patrimoine culturel congolais, dans un coin bien déterminé de notre pays, où les A, je l'entendais toujours de la bouche de mon grand-père qui m'appelait toujours Kabengela. Kabengela. Donc, il faut faire la différence. Vous ne voulez pas vous en écarter, hein? Non. Donc, ceux qui veulent franciser le nom mettent E à la fin, mais nous, chez les Bakwakalonji, c'est A. Kabengela. Kabengela. Ah, ok. Même pas Nge, mais Nge. Kabengela. Ok, très bien. C'est un son que beaucoup de peuples ont difficile à prononcer. Oui, justement. Et nous sommes jaloux de ces sons-là. Kabengela. Voilà. Ah, très bien, je suis arrivé quand même. Alors, vous êtes chercheur au crèche, vous êtes avocat. Je suis avocat. Alors, on vous a invité sur ces plateaux pour un peu parler de la Constitution. C'est son 20e anniversaire. Vous lui avez souhaité joyeux anniversaire, cette Constitution. La question que l'on veut se poser, c'est celle de savoir si elle est adaptée aux réalités sociopolitiques du moment. D'emblée, si on vous posait cette question, comment vous y répondez? Je réponds directement que notre Constitution n'est plus adaptée. Elle est devenue comme un greffon sur un corps étranger. On sait que beaucoup de situations sociopolitiques qui n'ont pas été prises en charge lors de l'élaboration de cette Constitution ont vu le jour. Oui. Et malheureusement, lors de la révision de 2011, le pouvoir constituant dérivé avait touché aux fruits défendus, notamment en... Ils ne l'ont jamais reconnu, hein? Ils doivent le reconnaître parce que quand l'article 220 interdisait de ne pas toucher à l'indépendance du pouvoir judiciaire, il faudrait voir le pouvoir judiciaire tel que le constituant de 2006 l'avait compris, c'est-à-dire comprenant les cours et tribunaux ainsi que les parquets rattachés. Donc c'est ce pouvoir judiciaire qui était protégé par l'article 220. En détachant le parquet du pouvoir judiciaire, on avait déjà touché aux fruits défendus. Et lorsque le constitution dérivé de 2011 ramène pour l'élection présidentielle à un seul tour, donc à la majorité relative, ce constituant dérivé avait touché aux fruits défendus. On sait que dans
les objectifs fondamentaux poursuivis par le constituant originaire, il y avait la question de régler les crises récurrentes de légitimité dont faisaient l'objet les institutions de la République ainsi que les animateurs. C'est ainsi qu'on avait pris l'option que le président de la République soit élu à la majorité absolue. Et si au premier tour, personne n'avait obtenu la majorité absolue, il fallait organiser le deuxième tour de façon à permettre à celui qui devrait sortir président de la République d'être élu avec au moins 50%. Mais aujourd'hui, le constituant a dérivé en ramenant l'élection du président de la République à un seul tour. Vous aurez un président de la République parmi tant d'autres candidats qui serait élu même avec 25%. À la majorité simple. Avons-nous, avec ce système, résolu le problème des crises chroniques de légitimité dont souffraient les institutions? Nous disons non, on avait touché aux fruits défendus. Et nous comprenons les idées à l'époque. C'était question d'éviter d'être confronté au deuxième tour à Étienne Tshisekedi qui venait d'intégrer le processus électoral. Très bien. Alors donc, la Constitution, à vous en croire, la Constitution du 18 février 2026 n'est pas actuellement encore adaptée aux réalités sociopolitiques du moment. Alors, il y a cette question qui tombe. Il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour exiger la révision de la Constitution. Est-ce le moment avec la situation qui traverse actuellement le pays? Je pense que le constituant originaire lui-même a donné la période pendant laquelle on ne peut pas porter la modification, la révision à une constitution. Nous ne sommes pas dans cette période-là. Pour preuve, notre constitution n'est pas la première dont le pays est doté. Avant, il y a eu des constitutions qui ont connu des révisions. Et l'actuel a connu la révision à quelques mois de la tenue du scrutin présidentiel en janvier 2011, alors que 2011 était une année électorale. Donc c'est dire que dans le contexte qui est le nôtre, je ne vois pas des facteurs qui puissent empêcher d'envisager la révision constitutionnelle. Pour preuve, si vous me donnez le temps, en commençant par nos lois fondamentales, il y en avait deux en 1960. C'est avec ces deux lois fondamentales, une consacrée aux structures du Congo, et la seconde était consacrée aux libertés publiques. Dès que dans la même année, le président d'alors, le président de la République d'alors, avait pris un certain nombre de textes, une façon de modifier ou de compléter les lois fondamentales qui n'étaient rien d'autre que les textes constitutionnels. Je vais vous donner l'intitulé ou les dates de ces textes constitutionnels. Allez-y. Donc, si nous sommes entre le 19 mai et le 17 juin 1960, le roi Baudouin, avec le contre-sang de M. de Criver, ministre du Congo belge et du Rwanda-Urundi, et de Merchers, ministre de la Justice, avait promulgué ces deux textes arrivés en date du 29 septembre 1960. Le président Kasavubu, avec le contre-sang de Mbomboko, président du Conseil des commissaires généraux,
et de Marcel Liaou, commissaire général à la justice, avait promulgué un décret-loi constitutionnel qui était relatif à l'exercice des pouvoirs législatifs et exécutifs. Donc, c'était une façon de compléter et même de modifier les deux lois fondamentales qui ont existé lorsque le pays accédait à l'indépendance. Le deuxième texte, c'est le décret-loi constitutionnel du 7 janvier 1961 relatif au pouvoir judiciaire, qui a été promulgué par Joseph Kasavubu avec le contre-seing de Ndele, commissaire général, vice-président du Conseil des commissaires généraux, et de Étienne Tshisekedi, commissaire général adjoint à la justice, parce que en ce moment-là, le commissaire général à la justice était empêché. Troisième texte. Et voyez la période. Décret-loi constitutionnel de date inconnue et qui avait pour finalité de mettre fin au décret-loi de 29 septembre 1960 et d'autres textes. Vous voyez déjà dans l'intervalle d'une année, le président de la République, d'une année seulement, le président de la République d'alors, Joseph Kasavubu, avait pris 3 textes constitutionnels en complément des lois fondamentales. C'est vous dire motivé par l'adaptation des textes juridiques, des normes juridiques à la situation socio-politique de l'époque. Vous voyez? Et donc, aujourd'hui, nous pouvons nous poser également la question. Quand nous arrivons en 1967, il y a une constitution. Et cette constitution a connu 16 révisions. Avec le maréchal Mobutu. Avec le maréchal Mobutu. Et 16 révisions. 16 révisions. Et lorsque nous entrons en 1994, il y a eu un acte constitutionnel de la transition qui a été visé une année et quelques mois après, en 1995. Nous sautons, ça c'est la période de Mobutu. Vous arrivez à la période de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui prend un texte constitutionnel, décret-loi constitutionnel. Vous remarquerez qu'avant son assassinat, Laurent Désiré Kabila avait pris 3 textes portant révision et modification complément du décret. 3 textes. Oui, du 17 mai 1997. 3 textes. Donc en 3 ans d'exercice. Vous comprenez? Donc c'est dire que toute norme juridique est appelée à être adaptée à la situation sociopolitique de l'heure. Je peux comprendre que vous soulevez là des raisons historiques. Des raisons historiques qui motivent des révisions constitutionnelles. Okay. Mais il y a des raisons d'égocentrisme comme du temps de Kabila. Oui. Lorsque vous avez la constitution de 2006, l'actuelle que nous célébrons aujourd'hui, et pour des raisons purement politiques et d'égoïsme politique, sachant très bien que Étienne Tshisekedi venait d'intégrer le processus électoral, quand maintenant le deuxième tour pour l'élection présidentielle avec les autres et Kabila ne passerait pas, c'est pour cela que les experts malveillants du régime Kabila avaient proposé cette révision constitutionnelle de 2011 pour ramener l'élection du président de la République à un seul tour. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent justifier l'amorce de la révision constitutionnelle. Nous avons, par exemple, nos compatriotes actuellement même dans les institutions qui détiennent une nationalité en dehors
de celle... La double nationalité. Il y en a même qui en ont plus. Ok. Il faut maintenant que le texte s'adapte. Ok. Il y a problème de revenir à la majorité absolue pour l'élection du président de la République. Il y a beaucoup d'autres... On revient à 2 tours de la présidentielle. Aujourd'hui, tout le monde est en train de critiquer l'existence du Sénat et des assemblées provinciales. Il y a la question des nationalités. Qui peut exercer telle fonction. Mais lorsque les questions que l'on discute sont des sens constitutionnels, leur solution ne peut résulter que de la révision constitutionnelle. Mais est-ce le moment, j'ai posé cette question, est-ce le moment avec la situation que traverse actuellement le pays est sous occupation, il y a une crise sécuritaire, je pense que la révision peut également s'imposer pour protéger notamment l'intégrité territoriale de notre pays et éventuellement concevoir les mécanismes pour que les traîtres plus jamais ne puissent occuper de hautes fonctions dans notre pays. L'intégrité territoriale, si vous voyez dans d'autres constitutions, et l'intégrité territoriale est protégée. Comme au Tchad, je donne toujours cet exemple-là, vous ne pouvez pas amorcer des révisions constitutionnelles ou des signatures des accords et traités internationaux lorsque les révisions ou ces signatures ont pour finalité d'entamer l'intégrité territoriale. Chez nous, pour bien protéger, il faudrait que j'ai fait une étude diachronique des textes constitutionnels de notre pays pour voir que tous les constituants qui se sont succédés ne se sont pas préoccupés de la protection de l'intégrité territoriale. Je pense, à mon humble avis, que le moment est venu, et comme l'avait souligné le président de la République sur le sens qu'il avait eu de l'article 217 de la Constitution, que la rédaction de cette disposition ouvre la voie, n'est-ce pas, à l'atteinte à l'intégrité territoriale. Il faudrait reformuler de telles dispositions. Il y a des valeurs fondamentales qu'il faut protéger via le verrou et le verrouillage de l'article 220 de la Constitution. Oui, la raison que vous évoquez peut s'avérer fondée dans une certaine mesure, mais là, nous sommes en pleine guerre entre la révision de la Constitution pour arriver à protéger l'intégrité territoriale et la fin de la guerre. Qu'est-ce qui peut précéder l'autre? Donc la Constitution, c'est la norme suprême et elle ne doit pas être sous influence de l'état de guerre. Au contraire, le constituant peut prendre en charge toutes les circonstances de la guerre, des personnes qui prennent part à la guerre pour pouvoir concevoir des règles protectrices des institutions et de l'intégrité de notre territoire. Donc, ce sont des faits nouveaux qui peuvent amener les rédacteurs de la Constitution de prendre cette situation en charge. Ce qui ne semble pas avoir été fait depuis tout le temps, surtout la protection de l'intégrité territoriale. Lorsqu'on parle de la résolution de la crise sécuritaire actuelle, on évoque de plus en plus la tenue d'un dialogue national. Il y a les tractations en Angola, par-ci, par-là. Est-ce que la question de la révision de la Constitution qui fête son 20e anniversaire aujourd'hui peut être évoquée dans un dialogue, peut faire partie des matières à traiter dans un dialogue national? Je pense que la Constitution sera parmi sera même le premier instrument juridique auquel on doit avoir égard. Parce que lorsqu'on va poser des problèmes qui seront en conflit avec les dispositions constitutionnelles, cela va motiver, va justifier qu'on puisse d'abord réviser la Constitution. Si, par exemple, lors du dialogue,
l'on dit que désormais, il faudrait que, pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait un président de la République et un vice-président ou deux vice-présidents. Cela n'étant pas prévu par la Constitution. Donc, il faut réviser la Constitution pour prendre en charge cette volonté qui serait exprimée. Vous comprenez? Si l'on dit, désormais, on ne va plus avoir le Sénat et les assemblées provinciales, ça a créé beaucoup de dysfonctionnements au niveau de la gouvernance provinciale. Pour supprimer le Sénat, il faut commencer par réviser la Constitution. Pour que le gouverneur soit élu par le président de la République et non soit nommé. Nommé par le président de la République et non plus élu par les députés provinciaux, il faut réviser la Constitution. Donc, le dialogue, s'il se tient et que certains points de vue exprimés entreraient en conflit avec les dispositions constitutionnelles, la solution serait que l'on puisse toucher à la Constitution. Donc ça doit être parmi les premières matières à traiter dans le dialogue national. C'est le premier instrument de référence, ça sera la Constitution. Mais si vous avez donné un exemple, dans l'hypothèse où les participants au dialogue prendraient la décision qu'il y ait un président de la République, un vice-président ou deux vice-présidents, 3, on a connu les schémas 1+4 par exemple, si cette décision ferait que l'actuelle Constitution soit mise en veilleuse pour un moment. On ne peut pas mettre... Elle n'est pas modifiée, mais elle est mise en veilleuse. En ce moment-là, parce que c'est une décision pour la paix. On tomberait dans l'hypothèse d'imaginer un mécanisme constitutionnel du genre constitution de la transition, acte constitutionnel de la transition. Donc, il y aura toujours un problème. Mais en ce moment-là, lorsque vous quittez le régime de la Constitution actuellement en vigueur, il y a des conséquences qui devraient en découler. Parmi lesquelles, c'est-à-dire les actuels animateurs des institutions seront toujours dans la course. Vous ne pouvez pas mettre en place un nouvel ordre constitutionnel, un nouvel ordre institutionnel et empêcher, par exemple, le président de la République d'être dans la course sous le nouveau régime constitutionnel. Alors, je vais parler tout à l'heure des systèmes juridiques qui ont prévu la révision de la Constitution, mais après... Mais lorsque cette question pourrait être traitée dans un dialogue national qui est en vue, dans un contexte d'occupation militaire de deux grandes villes, parce qu'il y a toujours des suspicions, hein, lorsqu'on évoque la révision de la Constitution, il y a des suspicions sur le pouvoir, on suspecte le pouvoir de pouvoir toucher à ce qu'on appelle fruits défendus. Est-ce que ce n'est pas une question qui pourrait envenimer ou bien détériorer encore le climat politique dans un contexte d'occupation pour nous écarter de la fin de la guerre? Je ne pense pas. L'histoire institutionnelle de notre pays, je venais de le dire ici. Chaque président, en commençant par le président Kasavubu, a mis sa signature sur des textes constitutionnels. 3 fois. Laurent Désiré Kabila, plusieurs fois, jusqu'à 16 fois la révision de 1967. Laurent Désiré Kabila, son propre texte constitutionnel, il l'a revu 3 fois. Joseph Kabila, 1 fois. Mais il faut que les gens sachent une chose. Pourquoi on révise la Constitution? Sur le plan politique, quand un parti politique, un regroupement politique fait campagne électorale, il y a des promesses que l'on fait. Il y a tout un programme qu'un parti politique, qu'un regroupement politique présente au peuple pour se faire élire.
il arrive que, une fois ce parti politique ou ce regroupement politique au pouvoir, que l'on trouve des obstacles d'ordre juridique contenus dans une constitution. Parce que la constitution est la transposition de la vocation d'un peuple. Les gens souvent perdent de vue l'aspect sociologique et philosophique d'une constitution. Vous trouvez une constitution d'obédience démocratique. Mais vous, vous êtes des sociaux-démocrates. Vous avez la majorité pour pouvoir entamer le changement que vous avez promis au peuple pour votre élection. Qu'est-ce que vous faites? Parce que vous serez buté à un obstacle d'ordre juridique, d'ordre constitutionnel, empêchant que vous puissiez mettre votre programme en action. Vous allez faire quoi? C'est pourquoi on a prévu les mécanismes de révision. Notez que notre constitution dit que lorsque le gouvernement présente son programme d'action devant l'Assemblée nationale, lorsque ce programme est adopté, le gouvernement est investi. Maintenant que vous avez adopté le programme du gouvernement, que l'on vous dit, dans ce programme-là, nous aurons des réformes institutionnelles notables. Notamment, le pays devra être doté d'un président secondé par 2 vice-présidents. L'Assemblée nationale adopte et investit le gouvernement. Maintenant, votre constitution dit que vous n'avez qu'un président sans vice-président. Pour la mise en œuvre de ce programme du gouvernement, il faut réviser la Constitution. C'est un exemple que vous avez donné. Voilà. Justement, on comprend ça, mais... Alors, c'est pour dire que le pouvoir actuellement en place, ce n'est pas le prolongement de la pensée qui avait présidé lors de l'élaboration de la Constitution de 2006. 2006. Et 2000. Voilà ce que Kabila et ses amis ont pu avoir comme raison pour réviser la Constitution en 2011. La motivation est la suivante. Depuis, je cite, depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la Constitution de la République démocratique du Congo, le fonctionnement des institutions politiques, tant centrales que provinciales, a fait apparaître des situations concrètes, des contraintes et des problèmes non prévus par le constituant originaire. En effet, d'une part, certaines dispositions se sont révélées handicapantes et inadaptées aux réalités politiques et socio-économiques de la République démocratique du Congo. D'autre part, des dysfonctionnements imprévus par le constituant originaire sont apparus dans la vie des institutions de la République, tant au niveau national que provincial. Ça, c'est la motivation qui a été donnée, les raisons qui ont été données en 2011. Actuellement, est-ce qu'il ne se pose pas des situations non prévues, non prises en charge par le constituant originaire de 2006? La motivation du régime Kabila, vous la lisez où? Vous l'avez prise où? C'est l'exposé des motifs. L'exposé des motifs. De la révision. De la révision. De la loi constitutionnelle portant révision de certains articles de la Constitution. D'accord. Ils ont motivé. Oui. Toutes choses restant égales par ailleurs, si vous prenez cette motivation, actuellement, nous sommes devant beaucoup de cas non pris en charge par le constituant originaire. Et donc, ceux qui ont modifié, révisé en 2011 ne doivent pas empêcher ceux qui sont actuellement au pouvoir de constater aussi qu'il y a des dysfonctionnements institutionnels résultant de l'écriture constitutionnelle. Mais il est vrai également que il y a des réalités sociopolitiques qui font que cette constitution ne soit pas adaptée à elle.
aussi bien au niveau de l'opposition, on le voit. Oui. À la majorité, on le voit aussi. Mais les gens ne veulent pas. Je ne sais pas, c'est la tête de Félix qui fait problème. Il n'y a pas de l'opportunité. Quelle opportunité? Quand Kabila a révisé en 2011, c'était sur des motivations égoïstes, égocentriques, parce qu'on avait eu peur d'Étienne Tshisekedi. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comment comprenez-vous que ce parti politique UDPS, qui a mené des luttes pour l'avènement d'un état de droit, vous pensez que l'UDPS, avec tous les partis politiques qui ont adhéré à la vision d'Étienne Tshisekedi, partagent la même vision, la même philosophie sur la marche des institutions de l'État congolais? Vous pensez que lorsqu'on était à Sun City, les choses, toute la situation d'aujourd'hui était prise en charge? Pour preuve, la Cour constitutionnelle, qui n'a reçu le pouvoir de contrôle de constitutionnalité, qui est sur les actes législatifs et réglementaires, la Cour constitutionnelle dit dans ses arrêts qu'il y a actuellement des situations imprévisibles qui n'ont pas été prises en charge par le constituant originaire, au point que la Cour constitutionnelle a étendu sa compétence de contrôle de constitutionnalité sur les actes juridictionnels. En le faisant, comme dit ma confrère Gisèle Halimi, dans Plaidoirie pour l'avortement, le juge est à mesure de précéder le législateur, de précéder le constituant, parce que le juge peut indiquer au constituant, au législateur, la voie à suivre lorsqu'une loi devient illégitime, une loi devient injuste. Ouais. Et donc c'est le cas aujourd'hui. Est-ce que la disposition qui fait de l'élection du président de la République une élection à un seul tour à la majorité relative, cette règle est-elle légitime? Nous disons non. Pourquoi? Parce que pour régler la question de crise chronique de légitimité, nous avons pensé que le président de la République soit élu au moins avec la moitié, la majorité absolue. Donc, Kabila, en nous ramenant à un seul tour, avait déjà touché au fruit défendu et a illégitimé la fonction ou la personne qui incarne le président de la République. Oui, alors, à un moment, je me pose des questions, je me dis, mais si tout le monde est d'accord, opposition, majorité, société civile, si tout le monde est d'accord qu'il y a quand même des réalités sociopolitiques qui ne s'adaptent pas à l'actuelle constitution, mais en même temps, je me demande, quand est-ce qu'on devrait changer ça? Quand est-ce qu'on devrait changer ça? Pour ce qui me concerne comme citoyen congolais, j'ai pris mon temps à commencer à voir les dispositions constitutionnelles à changer. C'est ainsi que vous me voyez, quand j'étais déjà au Parlement, j'avais préparé une proposition de loi constitutionnelle portant révision de certains articles de la Constitution. Vous aviez déjà prévu un document? J'avais déjà prévu, et vous verrez ici, c'est une proposition de loi constitutionnelle. Mais j'ai été gêné dans l'exercice de mon mandat, mais... Ah, vous aviez prévu ça quand vous êtes allé siéger, hein? Votre mandat avait été validé, voilà. Vous avez siégé. Et vous verrez que je vais faire endosser ça sous forme de pétition. Ah, vous allez faire endosser ça? Soit individuelle, soit collective. Si je signe, je puis déposer pour que l'on puisse amorcer la révision de la Constitution. Vous ne donnez pas ça à un autre député, un autre député pour qu'il l'endosse. Mais c'est l'œuvre de l'esprit. Hein? Ah, c'est une œuvre de l'esprit. Ça doit être... Il faut que quelqu'un soit là pour défendre. Il faut que quelqu'un achète pour que je cède. Ok. Alors, il n'est pas indiqué que, excusez-moi de parler de ce parti politique, de lutte pour l'avènement d'un état de droit, que l'UDPS exerce le pouvoir pendant 10 ans
et ne laisse pas d'écriture constitutionnelle parce que l'écriture constitutionnelle, ok. c'est la voie qu'on indique. C'est la voie fédératrice de notre vocation. Donc, l'UDPS peut quitter le pouvoir pendant 10 ans sans écriture constitutionnelle, sans mettre la vision de Tiens Tshisekedi, la vision de Félix Tshisekedi dans un texte fondamental. Alors, nous avons lutté. Pourquoi? Est-ce que le pouvoir qu'un parti politique, regroupement politique, peut acquérir va consister à exercer la fonction présidentielle, ministérielle ou dans des... Non, c'est porter tout un peuple vers un devenir meilleur. Et cela doit passer par le texte fondamental auquel tous les autres textes sont soumis. Donc un parti qui a fait 37 ans dans l'opposition, qui fait 10 ans au pouvoir, sans écriture constitutionnelle, ne peut pas quitter sans laisser d'écriture constitutionnelle. Ce serait un échec. Ça serait qu'on a fait la politique pour les fonctions et non pour le peuple. Parce que quand on fait la politique pour le peuple, on doit orienter le peuple vers un destin bien déterminé. Et ce destin doit être inscrit dans le texte fondamental qu'est la Constitution. Ah mais le parti UDPS devrait être un obstacle. Maintenant, c'est... Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstacle juridique. Tout ce que l'on dit là, Kabila nous avions crié, Kabila avait modifié. Kabila avait modifié. Malgré les contestations. Kabila avait modifié. Alors, vous savez pourquoi je parle de la pétition individuelle ou collective? Parce que la Constitution dit que toute personne peut s'adresser à une institution par voie de pétition et l'autorité à laquelle est adressée la pétition est tenue de répondre. Mais pensez maintenant que je termine mon texte ici et le dépose. On va voir qui va refuser d'endosser mon texte portant loi constitutionnelle de révision. Ou si nous parvenons à faire une pétition politique. Vous êtes sérieux, vous allez faire la pétition? Mais, mon cher ami, moi je ne suis pas là que pour parler. Vous voyez, même quand je parle de révision avec le texte commençant par Kasavubu, j'ai fait ici une étude des révisions constitutionnelles dans l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Passage en revue des différentes révisions des textes constitutionnels de la République démocratique du Congo, de l'indépendance à ce jour. C'est une étude, je prends mon temps à scruter le texte, à scruter l'histoire politique institutionnelle de notre pays. Donc je suis sérieux dans ce que je dis, je ne le dis pas parce qu'il faut le dire, mais il y a des sous-bassements historiques et scientifiques que tout le monde peut vérifier. Donc, alors, à quoi sert, là je pose maintenant cette question qui est un peu technique, à quoi sert la révision constitutionnelle dans les systèmes juridiques qui l'ont prévu? La plupart de pays qui ont prévu dans leur constitution la révision constitutionnelle, c'est pour permettre l'adaptation du texte constitutionnel aux réalités sociopolitiques. Permettre l'adaptation aux réalités sociopolitiques. Et même à la philosophie, à la vision politique de ceux qui exercent le pouvoir. Je venais de le dire ici. Les sociodémocrates ne peuvent pas gouverner le pays avec une constitution écrite suivant la philosophie des communistes. Les communistes, lorsqu'ils arrivent au pouvoir et qu'ils ont la majorité, ne peuvent pas gouverner le pays avec une constitution écrite selon la philosophie des démocrates. Donc, ils doivent laisser une écriture constitutionnelle. Si on a laissé la possibilité de révision constitutionnelle, c'est pour que le parti ou le regroupement politique qui vient au pouvoir puisse adapter le texte constitutionnel à son programme, à sa vision. À sa vision. Nous voulons que chaque peuple ait un logement. C'est écrit dans la Constitution. Mais est-ce que c'est faisable? Vous voyez? Nous voulons que le magistrat soit indépendant dans l'appréciation des faits. Est-ce que nous devons garder
le magistrat de parquet sous l'autorité du ministre de la Justice. Oui. Est-ce qu'on peut le garder dans l'exécutif? Oui. Non. Ça, personne ne le refuse, maître Jean-Marie. Personne ne le refuse. Voilà. Mais c'est seulement lorsqu'on dit nous voulons que le mandat du président de la République soit révisé. Et là, c'est la question qui fâche. L'histoire politique et institutionnelle de notre pays nous enseigne qu'aucun président jusque-là, n'est-ce pas? Nous prenons le cas de Joseph Kabila et de Félix Antoine Tshisekedi. Aucun président de deux-là qui ont fait un mandat, le premier, je ne pense pas que c'était conforme, mais prenons comme s'il a exercé conformément à la Constitution, ne perd le mandat, ne perd l'élection après le premier mandat. C'est-à-dire, vous voyez, Oui, Kabila oui. a fait le premier, Il a fait le second. le second. Félix a fait le premier, il fait le deuxième. Alors, si l'on écrivait autrement la Constitution, en considération de cette réalité politique, que le mandat du président de la République est de 10 ans non renouvelable. Ok, par exemple. Vous voyez? Ah, par exemple. On va régler la question. Ok, par exemple. Au lieu que chaque 5 ans, nous ayons des élections qui vont nous coûter cher oui. et qui vont créer des troubles parce qu'à chaque élection, il y a mort d'homme. On fait les 10 en un. Oui, il y a mort d'homme. En termes de contestation, pourquoi ne pas préserver le sang des Congolais qui coule lors de contestations Et de permettre résultats à la personne de faire à la les 10 en un. non, oui, non renouvelables. C'est des considérations qui nous viennent de l'actualité, Acceptablement. de l'histoire immédiate de notre pays. Acceptablement. Acceptable pour toute pensée. Mais piégeux. Non, toute Piégeux. pensée neutre et équilibrée. On comprend. Parce que ne pensez pas que même si Félix quittait le pouvoir, c'est lui qui viendrait, ferait le premier mandat, puis va perdre le pouvoir pour le non. Il va rempiler. Hein. Alors, mieux vaut mettre 10 ans non renouvelables. Pourquoi 10 ans? Parce qu'en ce moment-là, Quelqu'un peut mettre en mouvement sa vision, Oui. son programme. Oui. Parce qu'avec 5 ans, vous avez une année pour maîtriser le rouage institutionnel. Vous avez 2 ans pour commencer maintenant à maîtriser les situations. Et à la 4e année ou même 3e, vous devez préparer la prochaine élection. Mais c'est Est-ce que vous acceptable. comprenez ça? Oui. 3e année, vous préparez quoi? C'est la préparation. Oui. 4e année, Oui. c'est l'année de mise en place du système électoral. électoral. Et 5e année, Oui. c'est les élections. Vous comprenez? Oui. On ne fait rien. Oui. On ne fait rien. Soit on met 7 ans. Oui, mais il y a une écriture là. Il y a une écriture là, c'est l'article 220. Ne touche pas à mon 220. Ah oui. Dans l'explication, ça tient. Ça peut tenir dans l'explication. 10 ans non renouvelables, ça peut tenir. Mais il y a maintenant une écriture. Ne touche pas à mon 220. 220, il faut me lire dans mon ouvrage qui est déjà paru aux éditions universitaires africaines, où je donne la qualification de l'article 220, qui est une disposition verrou non verrouillé. Ah, verrou non verrouillé. Non verrouillé. C'est cela qui explique qu'en 2016, on avait fait la campagne contre Joseph Kabila qui voulait toucher. Pourquoi nous avions dit touche pas à mon 220? Parce que le 220 était touchable. Il est touchable. Ah, ok. Parce que 220 était touchable et 220 a des matières qu'il est en train de protéger. Quand vous faisiez cette campagne-là, touche pas. Oui, parce que nous savions Vous saviez que c'est touchable. Nous savions que c'était touchable. Ok. Sinon, on allait invoquer une autre disposition qui protège. Alors, prenez la Constitution, l'article 175 de la République du Niger. Cette disposition est à la fois une disposition verrou et verrouillée. Ok. La disposition de l'article 175 de la Constitution de la République du Niger verrouille les matières et se verrouille elle-même. Ou bien ce qui n'est pas le cas. Maintenant, nous allons toucher 220 en mettant de l'ordre dans les matières à protéger et puis après on verrouille. Ah, okay. Si nous disons 10 ans, nous disons cette disposition, on ne peut pas changer le nombre ni la durée du mandat du président de la République
De même, aucune révision ne peut porter sur l'article 220, ce qui manque aujourd'hui. Ça manque aujourd'hui. Ça n'existe pas un consensus? Mais le consensus, c'est quoi? C'est soit le référendum, c'est soit une loi qui passe au Parlement. Ok. Oui, si vous avez la majorité pour faire passer à l'Assemblée, et puis ça passe, sinon c'est le référendum. On va terminer cette émission parce que le temps qui nous reste pratiquement, le temps qui nous a été imparti a pratiquement fini. Dernièrement, vous aviez parlé, on avait parlé de la révision du code judiciaire militaire parce qu'il y avait une affaire de jugement d'un général 4 étoiles. Vous aviez proposé l'élévation de certains officiers militaires, peut-être de la haute cour militaire au grade de général 4 étoiles, pour avoir la possibilité de juger un général 4 étoiles, pour ne pas citer le général Christian Chiwewe. Alors actuellement, là, est-ce que la loi est restée comme telle, malgré votre plaidoyer? Je veux parler calmement pour me faire entendre. Allez-y. Commençons par le commencement. Il y a eu une ordonnance loi portant modification du code judiciaire militaire. Les articles 35 et 67 du code judiciaire militaire. Nous parlons bien de l'ordonnance loi. Ce qui veut dire que c'est un texte qui vient après habilitation par le Parlement. Donc, il doit y avoir une loi d'habilitation. Et cela est prévu par l'article 129 de la Constitution. Le contenu de cette disposition constitutionnelle veut que, d'abord, que ce soit sur les matières déterminées dans la loi d'habilitation. Deux, les ordonnances loi n'interviennent que pour l'exécution urgente du programme d'action du gouvernement. Exécution urgente du programme d'action du gouvernement. Je me suis posé la question, si cette question était dans la loi d'habilitation, si cette question relevait de l'exécution urgente du programme d'action du gouvernement. J'ai tiré de mes archives le programme d'action du gouvernement. La réforme judiciaire ne se trouve nulle part. Ok. La réforme judiciaire prenait les 6 axes du programme d'action du gouvernement jusqu'en 2028. Il n'y a pas de réforme Il n'y judiciaire. a pas de réforme judiciaire. Vous pouvez lire. J'ai le programme du gouvernement en mon bureau. Et donc, cette ordonnance loi n'était pas indiquée. Autre considération. Le code judiciaire militaire... Donc le gouvernement ne peut rien faire qui ne rentre pas dans son programme d'action. C'est dit. Il faut lire l'article 129. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit ceci. Le gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de prendre par ordonnance loi pendant un délai limité et sur des matières déterminées des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Matière déterminée, programme, exécution urgente. Mais quand vous prenez le programme du gouvernement, est-ce que vous trouvez inscrit quelque part la modification du code judiciaire militaire? Donc, c'est une ordonnance loi qui est intervenue au moment, dans un contexte non approprié. C'est pourquoi j'ai suggéré qu'il fallait promouvoir en grade les magistrats militaires au niveau de l'auditorat général et de la haute cour militaire. Et il faut aller plus loin. Une considération constitutionnelle. Rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Le code judiciaire relève du domaine de loi organique.
Et en tant que tel, il est imposé un contrôle a priori de constitutionnalité. Ok. Dès que le gouvernement, le Conseil des ministres, avait adopté le projet soumis par le ministre de la Justice, avec cette adoption, c'est équivalent à l'adoption par l'Assemblée nationale ou le Sénat. L'étape avant la promulgation, ces textes-là devraient être soumis à la Cour constitutionnelle pour contrôle a priori de constitutionnalité. Ok. Mais comme cela n'a pas été fait, je suggère au président de la République que, étant donné que les mécanismes du gouvernement peuvent différer du mécanisme du Parlement, de soumettre quand même ce texte-là à la Cour constitutionnelle, poser des questions pertinentes. Est-ce que, dans le contexte constitutionnel actuel, nous pouvons prendre une ordonnance loi dont les matières n'ont pas été déterminées dans la loi d'habilitation, une ordonnance loi qui ne cadre pas avec l'exécution urgente du programme d'action du gouvernement. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, à moins qu'il y ait un mot de la fin pour ce soir. Nous parlions du 20e anniversaire de la Constitution de la RDC. Cette Constitution à laquelle nous souhaitons joyeux anniversaire appelle à sa révision. Et nous sommes les partisans de sa révision pour l'adapter au contexte socio-politique de notre pays. Merci beaucoup, Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Nous rappelons que vous êtes chercheur au crèche. Vous êtes également avocat. Merci d'avoir été sur ce plateau spécial. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission spéciale sur le 20e anniversaire de la Constitution du 18 février 2006. Merci d'avoir suivi cette émission. On va vous retrouver prochainement pour d'autres émissions élaborées. À bientôt.